Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Je vois que vous êtes déjà pas mal à être inscrits. Donc, bienvenue à ce webinaire où on va parler du protocole national du 31 août 2020. Je pense que vous êtes tous au courant de sa publication et du fait que il va falloir réévaluer certaines choses dans nos entreprises pour savoir justement comment on va pouvoir travailler à partir de cette rentrée. Donc, on a reçu énormément de questions, nous, depuis la publication de ce webinaire. Donc, aussi bien Mathieu et moi-même au service HSE que nos collègues en droit du travail. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de réunir un maximum de vos questions dans ce webinaire et on espère que vous y trouverez vos réponses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marion Chisclin, du coup, je suis chef de projet en hygiène, sécurité, environnement chez Alizé Plasturgie. Mathieu Collardet, j'occupe les mêmes fonctions au sein d'Alizé Plasturgie. N'hésitez pas à nous appeler après ce webinaire si vous avez besoin de précision. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler déjà de ce qui est obligatoire et de ce qui est recommandé, parce que ça, c'est quand même un point un petit peu important de faire la part des choses. Ensuite, on va regarder quelles sont les unités de travail et les locaux qui sont concernés par l'avis du Haut Conseil de la santé publique et par le protocole sanitaire. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'il faut concrètement mettre à jour au sein de votre document unique. Et puis, après, ça va être vraiment l'essentiel de vos questions porte quand même sur ce sujet-là, sur la partie 4, sur comment mettre en place le port intermittent du masque aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire votre évaluation des risques pour savoir si, oui ou non, vous pouvez mettre par intermittence le masque dans vos ateliers, dans vos bureaux, à l'accueil. Et donc, on parcourra ensemble tous les critères qui ont été mis en place dans le protocole. Et on fera un petit rappel sur comment gérer les cas de contact. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même beaucoup d'inscrits. On a plus de 200 inscrits. Je vois que pour l'instant, vous êtes déjà plus de 115 participants et ça grimpe. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais essayer de les lire moi en parallèle et du coup, je les adresserai au fur et à mesure de la présentation au bon moment. Et à la fin de ce webinaire, on aura également un temps d'échange. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu au cours de ce webinaire, n'hésitez pas ensuite à nous recontacter. Vous aurez nos adresses email sur la dernière présentation et on fera au mieux pour revenir vers vous dans les meilleurs délais. Voilà. Sachez aussi, je pense que vous l'avez vu avec ce plan, c'est que nous, notre axe, c'est vraiment HSE et c'est l'évaluation des risques. La semaine prochaine, il y a un webinaire en droit du travail sur les actualités sociales de la rentrée. Et dedans, il y aura certains aspects qui seront abordés, voilà, qui sont plus ancrés droit du travail. Alors, pour commencer, on va parler du coup de ce qui est obligatoire et de ce qui est recommandé. Donc, on va revenir un petit peu sur les principes légaux et les exigences réglementaires en santé et sécurité au travail, ce qui est sorti cet été notamment. Et puis après, on va parler de tout ce qui est avis et qui provient en fait des parties intéressées pertinentes. Donc, si on reprend vraiment ce qui est obligatoire, donc ce qui est issu du Code du travail, déjà, c'est un principe général qui dit que l'employeur a une obligation de sécurité et de prévention en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Donc, j'imagine que dans l'assistance, vous êtes tous au courant de cet article du Code du travail. C'est cet article, en fait, qui fonde toute la démarche de prévention que l'employeur doit mettre en place dans son entreprise. Et le but ultime, qui est que, dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait d'accident de travail ou de maladie professionnelle au sein de votre entreprise. Voilà. Ensuite, cet été, on a un décret qui a été adopté. Donc, c'est le décret du 10 juillet 2020. Et dans ce décret, en fait, on a tout un tas de dispositions sur la gestion du Covid. Donc, on a des dispositions notamment sur les transports publics, ce genre de choses-là. Et dedans, on a un article qui dit que certaines mesures d'hygiène, donc qui sont définies dans une annexe, et de distanciation sociale, donc notamment la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes, doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances. Donc ça signifie que ça s'applique notamment dans les locaux de travail. Donc ça, c'est ce décret-là du 10 juillet 2020 qui aujourd'hui nous donne en fait nos socles d'obligations réglementaires. Donc dans ces mesures d'hygiène-là, on va avoir le lavage des mains. Et honnêtement, là-dessus, sur ces points-là, ce que je vais vous dire, c'est du rappel parce que c'est des choses en fait qui sont énoncées à longueur de journée depuis déjà plusieurs mois. Donc on a le lavage des mains avec de l'eau et du savon. On a le fait de se couvrir systématiquement le nez et la bouche lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Qu'il faut éternuer aussi dans son coude. Il y a le fait d'utiliser des mouchoirs à usage unique pour se moucher et les jeter immédiatement dans une poubelle et d'éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Voilà. Et après, dans ce décret-là, on a aussi le fait que si on ne peut pas respecter la distance d'au moins 1 mètre, dans ce cas-là, on doit porter des masques systématiquement par tous
dès lors qu'on n'a pas cette distanciation physique. Voilà, donc ces dispositions-là, honnêtement, ça a été adopté en juillet 2020, mais ça fait déjà depuis avril-mai qu'on vous en parle et c'est des dispositions qui sont assez générales. Donc ensuite, il faut prendre en compte quand même si ce n'est pas de l'obligation réglementaire, les recommandations officielles qui viennent. Donc ces recommandations, elles vont provenir du ministère du Travail, donc via son protocole national sur la santé et la sécurité. Et puis, ce protocole national, il se base sur des documents d'orientation qui sont issus, eux, du Haut Conseil de la santé publique. Donc, ce Haut Conseil de la santé publique, c'est des scientifiques et donc ils remettent certains avis parce que du coup, ils ont des connaissances scientifiques forcément et ils actualisent régulièrement leurs connaissances scientifiques. Donc, on a eu un avis du 23 juillet 2020 et c'est cet avis-là qui est assez important, qui notamment a dit qu'il fallait prendre en considération la transmission possible du virus par aérosol, ce qu'on appelle aussi l'aérosolisation. On va revenir dessus dans quelques slides. Après, il y a un autre avis qui a été publié le 28 août 2020 et sur lequel, il n'a pas été encore, il a été communiqué au ministère, mais il n'a pas été encore publié pour le public. Donc, nous, on n'en a pas connaissance. Mais ce qu'on sait, c'est que le protocole qui, lui, a été publié le 31 août, il prend en compte ces deux avis-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour tout le monde, pour les entreprises, mais pour les associations, pour les particuliers, pour tout le monde, de prendre en compte les mesures qui sont indiquées dans le protocole, parce que ce sont vraiment des recommandations officielles et qui sont issues des meilleures pratiques disponibles et des meilleures connaissances disponibles qu'on a aujourd'hui, mais ça reste des recommandations. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est après d'évaluer dans d'autres sites si ces recommandations, elles sont pertinentes ou si elles ne sont pas pertinentes. Voilà, sur cette base-là. Nous allons aller sur la partie 2. Quelles sont les unités et les locaux qui sont réellement concernés par l'ensemble de ces recommandations et avis, notamment les avis du Haut Conseil de la santé publique et la mise à jour du protocole national en santé et sécurité pour les entreprises. On va d'abord faire un petit point sur les locaux, mais également quelles sont les activités qui peuvent être ciblées par ces recommandations. Alors déjà, lieu clos, qu'est-ce que c'est? On a eu cette question, bien évidemment. La question, c'est quoi? C'est 4 murs, un toit. Mais d'une manière générale, on pourrait se rapprocher de la définition qui est donnée dans le décret qui a interdit, qui a réglementé la cigarette dans les lieux de travail. Il n'y a pas vraiment de débat. Voilà, un 4 murs, un toit, une atmosphère finalement un peu confinée, et on est concerné. On pointe du doigt dans ces recommandations les atmosphères froides et humides, là où les locaux dans lesquels on va pouvoir retrouver une forte densité de population, ce qui paraît assez logique, et des conditions de ventilation et aération suffisantes qu'il va falloir prendre en compte dans ces locaux pour aller un peu plus loin dans cette démarche d'évaluation des risques que l'on doit de mettre à jour. Les atmosphères froides et humides sont un peu pointées du doigt dans les recommandations car ils vont favoriser la saturation en humidité des masques, qu'ils soient textiles ou jetables. Et donc, il faut reconsidérer finalement la durée de vie des masques que vous pourriez distribuer dans ce type d'environnement. Bon, en plasturgie, on ne va pas avoir énormément d'ateliers ou de locaux dans lesquels on va avoir ce type d'atmosphère, mais sait-on jamais, ne pas oublier cette information supplémentaire que l'on a eu via ces avis. Concrètement, les circonstances d'exposition que vous allez pouvoir trouver chez vous, ça va concerner l'ensemble des locaux finalement, que ce soit les halls d'accueil, on va avoir un peu d'attente, possiblement une forte densité, couloirs et ascenseurs vont être des zones dans lesquelles on va peut-être et vraisemblablement croiser une autre personne et donc ne pas être dans la mesure de tenir la distanciation physique d'1 mètre, la distance réglementaire d'1 mètre qui vous a été rappelée par Marion à l'instant. Dans les bureaux individuels, il va falloir évaluer les risques dans les bureaux individuels, même si vous connaissez déjà les adaptations que l'on peut mettre en place dans ce type de bureau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bien se poser des questions dans tous ces bureaux. Les activités à prendre en compte sont celles qui vont favoriser l'expectoration, celles qui vont favoriser la mise en suspension dans l'air du local que vous fréquentez, des gouttelettes ou des aérosols. Les activités qui peuvent être ciblées, bien évidemment, c'est la toux et l'éternuement, mais les mesures barrières sont là également, tousser dans son coude, c'est un réflexe que l'on doit avoir même lorsque l'on porte le masque.
Les prises de parole également vont être source d'aérosolisation. Hein, par exemple, une salle de réunion, même si on est peu à l'occuper, ça va être un environnement dans lequel on va avoir une concentration du virus dans l'air, en suspension, à considérer, plus qu'un autre lieu, je pense. Les zones de déplacement et lorsque l'on exerce une activité physique. Alors, pas une activité physique légère, mais une activité physique qui va favoriser une respiration un peu plus soutenue, un peu plus intense, et donc l'expectoration. Voilà pour les locaux sur lesquels vous devez être vigilant. Et donc les unités de travail, bien évidemment. Partie 3, que faut-il mettre à jour au sein de votre document unique? On va voir 2 points, un rappel sur les principes de prévention en santé et sécurité au travail, et ces fameux éléments, comment les intégrer dans le document unique. Donc, en guise de rappel, Marion vous rappelait en toute première partie, ces obligations de l'employeur, vous savez, sont assorties de grands principes généraux de prévention. Il y a quelques articles qui se succèdent pour traduire la philosophie de prévention en SST dans nos entreprises en France. Il est dit que l'on doit réaliser une veille technique, une veille scientifique sur les connaissances actuelles et prendre en compte, en cas de changement de circonstances, ces nouvelles informations et remettre à jour son évaluation. L'actualisation des connaissances scientifiques sur les modes de transmission du SARS-CoV-2 sont des changements de circonstances. Et donc, légalement, réglementairement, vous devez prendre en compte des avis et des recommandations existantes pour vous aider à trouver, mettre en place les mesures les plus adaptées, les nécessaires, suffisantes, pour reprendre le vocabulaire du Code du travail. Le protocole en ça, comme Marion disait, est un document d'orientation, va vous aider finalement à trouver les mesures les plus adaptées, nécessaires, suffisantes, adéquates pour maîtriser au mieux les risques de transmission du Covid dans votre entreprise. Donc, on va actualiser le DU, il faut l'actualiser. Vous avez déjà pris en compte un certain nombre de risques de transmission. Le travail est fait en grande partie depuis le début d'année. Vous avez intégré le risque Covid avec ces modes de transmission connus à l'époque. Donc, on s'est déjà attaché, vous avez dû déjà vous attacher à mettre à jour votre document unique en prenant en compte les risques de transmission par contact direct entre les personnes, par contact indirect via les surfaces, les points de contact, ou les projections de gouttelettes. C'est en ça que toutes les mesures que vous avez mises en place contribuaient à réguler la transmission au sein de vos entreprises. Aujourd'hui, on nous dit de faire attention et d'intégrer donc le risque de transmission par aérosolisation, de faire attention, comme je vous l'ai déjà dit, aux locaux, atmosphère froide et humide, forte densité de population, pardonnez-moi, et là où on a une ventilation, aération insuffisante. Donc, charge à vous finalement de vous reposer les questions pour chacune de vos unités de travail au niveau du risque pandémie Covid que vous avez identifié dans ces unités de travail, si les situations d'exposition, la description du danger est à faire évoluer dans vos documents uniques en prenant en considération ces nouveaux éléments. Vous allez également, du coup, adapter les mesures prises pour maîtriser ce risque que vous aurez mis à jour avec les nouvelles données scientifiques. Et donc, vous allez aussi donc adapter vos moyens de maîtrise en place, si c'est déjà fait, avec notamment la systématisation du port du masque, comme recommandé dans ce dernier protocole. D'ailleurs, Mathieu, j'ai une question à ce sujet. Par exemple, on me dit, dans le cas d'une camionnette qui possède une paroi en plexi dans la cabine de conduite pour séparer du coup les deux personnes, est-ce que le port du masque est obligatoire? Donc là-dessus, on pouvait dire que auparavant, par rapport aux recommandations qu'on avait, il fallait simplement se protéger des gouttelettes, du coup que le plexi pouvait suffire. Aujourd'hui, du coup, si on dit qu'il y a aussi les mesures de ventilation et d'aération, on peut se dire que dans une voiture, donc la ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes. Donc là, effectivement, il faut mettre le port du masque. Oui, le masque dans les véhicules, et on est dans un habitacle, somme toute assez réduit pour le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans cet habitacle. Donc non, le masque est à maintenir en permanence. Quel type de plexiglas? Alors, si vous faites référence à des séparations entre l'avant et l'arrière, où là, on a une relative étanchéité, je vais vous dire oui, mais je pense que vous faites état
plus d'un plexiglas qui va séparer les passagers qui sont devant le véhicule. Et là, je ne pense pas que vous ayez une étanchéité suffisante pour pouvoir dire ils ont chacun un environnement isolé hein, les uns des autres. La ventilation sera commune. Donc, non, tu as raison, Marie. Voilà. Après, je vois, alors, on a une autre question sur un document unique qui aurait été mis à jour en avril 2020 sur la base des recommandations. Donc, il est toujours en phase avec le protocole. Est-ce qu'il faut refaire une mise à jour avec la signature par toutes les personnes ou un document attestant que le début est toujours OK? Est-ce que c'est suffisant d'un point de vue juridique? Je vais vous dire, moi, c'est au choix. Si votre protocole est long, c'est vraiment un travail précis, c'est vraiment passer du temps à décrire beaucoup de situations différentes et que voilà, si vraiment c'est un support qui est communiqué utile, remettez à jour votre protocole. Si à l'inverse, vous vous rendez compte que dans votre protocole, bah, vous avez pris des mesures, vous avez établi des consignes, mais qui sont peut-être un peu devenues caduques aujourd'hui, parce qu'on en pris beaucoup plus hein, sur le Covid aujourd'hui, vous pourriez très bien dire de créer quelque chose en plus qui annule et remplace le précédent ou faire un amendement au protocole. C'est vraiment au choix. Juste un point de vigilance par rapport à ces documents, mais on va en dire un peu plus loin dans notre webinaire, mais surtout la semaine prochaine avec nos collègues du droit social, c'est la forme que vous allez donner à cette mise à jour. Le protocole nous recommande aujourd'hui de passer par note de service. Donc déjà, vous avez une note de service à réaliser. Vous pourrez toujours faire référence à un document existant comme un protocole qui lui sera davantage complet. Voilà. Bon, après, j'ai d'autres questions, mais je pense qu'on les abordera à la fin parce que c'est des questions un petit peu diverses et variées. Ok, alors on continue. Alors, un peu de rappel, de précision, d'explication sur la transmission aéroportée. La transmission aéroportée, on est bien sur la capacité du virus finalement on va dire, à aller plus loin que le simple postillon. Un postillon, ça se voit, hein, c'est lourd, ça tombe tout de suite. D'où l'institution de la distance physique d'1 mètre, hein, réglementairement décidée il y a donc cet été avec le décret dont nous parlions à l'instant. Mais quand on regarde un petit peu les études, les publications diverses qu'on a sur le sujet, on se rend compte qu'un postillon, une grosse gouttelette là, supérieure à 0,1 mm, ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Certains pays européens ont défini la distance de 2 mètres. Hein. Donc, vous voyez, bon, en France, c'est 1 mètre. Et quand on considère les aérosols, là, on n'est pas sur les gouttelettes. Les aérosols, c'est vraiment une particule très fine, c'est-à-dire c'est vraiment une petite particule solide, comme un grain de poussière, sur lequel on peut avoir le virus. Et ce virus-là, donc, comme vous pouvez voir sur le premier schéma sur la gauche de la diapo, cet aérosol peut rester dans l'air en suspension longtemps, de manière indéfinie, hein, si on va chercher la définition de ce qu'est vraiment un aérosol, une chute négligeable. Donc, à terme, il pourrait rester des minutes, des heures dans l'air. Et donc, c'est bien ce risque-là. Et là, on se rend compte qu'une visière n'est pas assez protégeante, finalement, hein, protégeante lorsqu'on a affaire à des aérosols. Donc, voilà, 2 mètres, 4 mètres, à nous de choisir, finalement. C'est votre obligation de sécurité sur les mesures adaptées. Ce qu'il est important, finalement, de ne pas oublier en tête, c'est la concentration du virus. Vous avez l'habitude, sur les produits chimiques, de parler de concentration, de pollution, mais c'est la même chose au virus. Hein. Si vous avez une atmosphère, un local, des circonstances d'exposition qui vont favoriser la concentration du virus sans pouvoir introduire de l'air neuf et retirer de l'air vicieux, vous créez des conditions pour la transmission du virus. Il faut donc, et c'était l'objectif de l'évaluation des risques, et c'est toujours cet objectif, vérifier qu'on n'expose pas les salariés à une situation, comme vous voyez en haut à droite de la diapo, où on n'aurait pas d'aération, on aurait sans cesse des discussions, de l'expectoration, hein, pour du vrai, et donc favoriser la contamination. Partie 4. Comment mettre en place le port intermittent du masque? Donc, on suppose que le document unique a été mis à jour, vous avez revu les unités de travail, vous avez ajouté des précisions dans la description des risques dans chacun des unités
sur les modes de transmission, manuporté, aéroporté, par contact. Mais tout ça, ça se fait dans du dialogue. Le dialogue social est mis en avant dans le protocole. Ce ne sont que des rappels des règles existantes. Le fait de communiquer, consulter le CSE ou les représentants du personnel ou les salariés directement, c'est de l'existant. Durant toutes les phases de mise à jour de vos documents uniques, de justification des mesures de prévention existantes ou que vous allez remettre en place, vous devez associer donc le CSE dans ces différents échanges. Et encore à plus forte raison, puisque aujourd'hui c'est la systématisation du masque, on peut avoir des adaptations, donc il faut vraiment avoir une discussion avec les salariés sur les difficultés qu'ils peuvent avoir, sur les adaptations qui les intéresseraient. Tout ça, c'est pour favoriser, bien évidemment, l'acceptation du masque par les salariés. Cette consultation, à mon sens, doit aboutir à cette fameuse note interne, note RH, qui va rappeler, mettre à jour les consignes SST Covid en interne chez vous. Voilà. Mathieu, là-dessus, on a 2 questions. Donc, on a une personne qui nous demande s'il faut écrire un protocole sanitaire propre à son entreprise pour centraliser les actions prises dans l'entreprise. Donc, en fait, après, peu importe le nom que vous allez lui donner, mais c'est vraiment cette note interne-là. Effectivement, il faut que vous ayez quand même un document au sein de votre entreprise qui indique toutes les mesures de prévention que vous avez mis en place. Et pareil, après, sur l'autre question de savoir est-ce qu'on doit intégrer ces mesures dans le règlement intérieur de l'entreprise, du coup, c'est le dernier point, je pense, que tu allais mentionner. Oui, alors effectivement, il faut, pour que les valeurs, pour que les consignes que vous allez prendre aient une valeur juridique et que vous puissiez, en cas de difficulté, en cas d'acceptation, de mauvaise acceptation du masque, glisser sur le terrain du disciplinaire, aller effectivement sur cette note RH. Après, vous voyez bien que dire porter des masques, se laver les mains, dans une consigne de santé et sécurité, oui, ça s'applique aux salariés. Votre protocole, il a plus pour objectif, effectivement, de rappeler ces règles de base qui sont applicables à tous, aux salariés, aux visiteurs, mais peut-être organiser l'approvisionnement en masques, en gel. Vous avez défini les espaces de circulation. Voilà, vous allez apporter beaucoup plus d'informations qui ne sont pas utiles dans une note interne. Mais néanmoins, ces 2 documents peuvent être complémentaires. On peut très bien imaginer dans une petite entreprise de quelques personnes que la note des consignes SST Covid se suffisent en elles-mêmes, puisque voilà, des détails de l'organisation qu'il faut mettre derrière par les responsables, par le management, sont somme toute assez rapides et faciles. Il n'est alors là peut-être pas nécessaire de formaliser davantage les choses dans un protocole. Voilà, j'espère répondre à la question. Tout à fait. Après, sachez, enfin voilà, sur ce sujet-là, sur le règlement intérieur, ces questions vraiment spécialisées en droit du travail, il y a un webinaire la semaine prochaine où cette question-là sera un peu plus abordée au niveau des formalités. OK. Au travers de cette diapo, nous proposions de faire un peu le point sur les conditions qui sont dans le protocole. Alors là, on les a regroupées par grande famille, en fait, mais de commencer à critiquer un petit peu ce protocole. C'est un document d'orientation, certes, ça veut dire qu'on peut peut-être le travailler un petit peu. Donc déjà, essayons de comprendre ce qu'il y a dedans. Déjà, premièrement, on nous dit dans le port intermittent du masque, il faut prendre en compte les zones de circulation du virus. Oui, ça paraît logique. Mais ça existait déjà, donc, comme on voulait fortement laisser sous-entendre, dans la réglementation. On nous dit qu'il fallait faire une veille technique, scientifique sur les sujets SST. C'est le cas. Le protocole nous dit pour pouvoir finalement réaliser cette veille avec efficacité, on vous recommande d'aller sur le taux d'incidence qui reflète le taux de circulation du virus. Et effectivement, plus le taux de circulation du virus est important dans un département, plus on va pouvoir imaginer que certains de nos salariés sont contaminés. Et donc, si on n'est pas sur une bonne, on a de mauvaises circonstances de travail, on va favoriser l'exposition. Donc, ça a un sens. Ça paraît tout à fait logique. Le taux d'incidence, vous pouvez le trouver le soir aux informations, j'imagine, mais également sur Internet, où vous allez retrouver les cartes qui vous permettent d'identifier la couleur de votre département. Sur les recommandations qui touchent l'aération, ventilation et volume. Aujourd'hui, dans le code du travail,
dans les articles R 4222-1 et suivants, on nous parle d'aération et de ventilation. On nous dit que l'aération est obligatoire. On nous dit qu'elle doit être mécanique avec un débit variable selon l'activité du local dans lequel je me trouve, ou naturelle, avec des fenêtres. En fait, une ouverture naturelle, c'est simplement la possibilité d'avoir un ouvrant vers l'extérieur, qui suffira donc à apporter suffisamment d'air frais et favoriser la sortie de l'air pollué, de l'air vicieux. On a également des notions de volume. C'est-à-dire que dans un bureau, par exemple, l'aération naturelle est permise à partir du moment où on a suffisamment de volume par personne. Celles-ci, les notions de volume, en fait, sont définies en fonction de la désignation des locaux. C'est le tout petit tableau que vous avez à droite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je crois que je vais peut-être pouvoir un petit peu zoomer. Voilà. Où on nous dit, dans le cas d'un bureau, d'un open space, votre débit minimal d'air neuf par occupant devra être de 25 mètres cubes. Mais ça, donc, c'est valable à partir du moment où on a une aération mécanique, bien évidemment. Donc, dans les bureaux où l'aération naturelle par l'ouverture des fenêtres n'est pas possible, votre aération, ventilation mécanique doit apporter 25 mètres cubes par heure d'air neuf. Donc, voilà, ça, c'est existant. J'essaie de dézoomer. Voilà. Une autre exigence également existe sur l'aération-ventilation, c'est le contrôle annuel. Les clims, les VMC ou les autres systèmes d'aération de captage doivent être contrôlés régulièrement, annuellement, de manière générale. 6 mois pour ceux qui sont dotés d'un système de recyclage, je crois, de mémoire. C'est de l'existant. C'est de la conformité réglementaire, finalement, tout ça, qui est fait référence par le protocole. Troisième ensemble de conditions protocolaires, la distanciation physique. Donc, on vous a rappelé un peu plus tôt que la distance d'1 mètre doit être maintenue et que si celle-ci ne peut pas être maintenue dans le cadre des activités, le masque est obligatoire. C'est réglementaire. Donc, je vais vous dire, vous n'avez pas le choix. Et après, lorsqu'on regarde dans le protocole, dans les conditions, notamment, je crois de mémoire, c'est dans la zone rouge, on nous dit 4 mètres carrés plus écran de protection. Ça reste des recommandations. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le protocole, on nous parle de cette fameuse jauge de 4 mètres carrés. Et moi, je traduis ça comme une distance minimale de 2 mètres, finalement. Vous voyez, dans le protocole, on est déjà sur des recommandations au-delà de la réglementation. Vous pourriez très bien décider d'aller au-delà des recommandations vous aussi. Concernant les protections alternatives, donc réglementairement parlant, on nous dit que les équipements de protection individuelle doivent être adaptés aux risques, fournis gratuitement par l'employeur. L'entretien doit également être à la charge ou organisé par l'employeur. Et l'utilisation des EPI doit se faire de la manière correcte. Donc, celle-ci doit être assortie de formation et sur l'EPI en lui-même, comment l'utiliser, mais sur les dangers qui sont censés éviter. C'est pourquoi il nous protège, finalement. Donc, si vous distribuez des masques, n'oubliez pas aussi la partie salariés, sensibilisation, explication, formation, information. Sur l'organisation et la prévention, eh bien, écoutez, les gestes barrières, la distanciation sociale, c'est du réglementaire, on l'a vu. La mise à jour du DU en fonction des changements de circonstances, c'est du réglementaire. Et le fait de disposer de mesures, d'actions, de règles que l'on peut appeler protocole sanitaire, plan pandémie ou note interne, reprenant les consignes de SST, ça également, c'est obligatoire. On peut l'assimiler au programme annuel d'amélioration des conditions de travail, qui est un document obligatoire, qui est la suite du DU, vous connaissez. Le référent Covid, je vous rappelle que c'est donc qu'une recommandation aujourd'hui. Ce n'est que dans le protocole, finalement, ça n'existe pas. Le référent en santé et sécurité au travail, lui, qui est une obligation depuis 2017, juillet 2017, si ma mémoire est bonne, lui est obligatoire. Bon, vous avez déjà quelqu'un pressenti en SST, il faut juste lui donner la casquette Covid dorénavant et vous respectez la recommandation. Mais c'était vraiment pour clarifier les choses. Voilà. Alors, j'ai une série de questions, mais je pense qu'on va… Enfin, je note toutes vos questions au fur et à mesure. J'ai pas mal de questions qui tombent sur les masques et je pense que je vais toutes les concentrer. On les verra à la fin de la session. Et on a des questions de situation, pareil, je pense qu'on étudiera ça un petit peu plus loin.
On va passer, on peut continuer. Sur cette diapo, l'idée était de vous dire, ben, ce document-là, ce plan protocole national santé et sécurité au travail aux entreprises, c'est pour la reprise, il est critiquable, il est adaptable. Et donc là, je vous ai remis l'ensemble des conditions en fonction des zones dans lesquelles on est. C'est un exemple de matrice finalement qui pourrait étayer, justifier l'allègement du port obligatoire du masque, c'est-à-dire le port intermittent chez vous. Les conditions de ventilation et aération, on nous dit dans la recommandation du protocole qu'elle doit être fonctionnelle et maintenue. À ce stade-là, on ne nous parle pas de contrôle réglementaire annuel comme je vous parlais dans la diapo juste avant. Si vous considérez que la ventilation et aération, qu'elle soit naturelle ou mécanique, fonctionne bien, qu'il y a au moins un entretien annuel, ne serait-ce qu'en interne, on est bon. Les écrans de protection sont également une condition au port intermittent du masque. Je veux dire, oui, l'écran de protection, il va être intéressant, il va être efficace à partir du moment où on souhaite adapter le port intermittent du masque pour des zones de bureau où on a des personnes qui sont côte à côte, sans aucune séparation existante. Là, ça a un sens. Mais je ne pense pas que les écrans de protection aient un sens lorsqu'il s'agit de parler du port intermittent du masque, lorsqu'on a deux personnes dans un open space qui sont séparées de 5 mètres, 10 mètres. Même si vous avez une barrière, celle-ci sera inutile. Enfin, pour moi, non applicable si vous réfléchissez au port intermittent dans une zone à forte superficie. Vous pourriez très bien, vu qu'on n'est que sur de la réglementation et sur justification, dire que cette condition écran de protection, on ne la prend pas en compte. Elle n'est pas applicable pour notre local, notre situation d'exposition. La mise à disposition des visières, le protocole nous dit mettre à disposition des visières. À quoi ça sert de mettre à disposition des visières si on n'est pas contraint à les porter? Et bien là, de manière, vous pourriez très bien dire, nous, les visières, non, on n'a pas, parce que de toute manière, on a des écrans de protection. Ou à l'inverse, dire ça y est, on va être obligé d'en acheter pour les mettre à disposition. Mais à ce moment-là, je vous recommande d'aller jusqu'au bout. Et si vous autorisez le port intermittent du masque, celui-ci pourra être conditionné au port de la visière. Ou pas. La politique de prévention, le référent Covid, je passe très très vite, vous avez compris, la politique de prévention, l'évaluation des risques, le document unique, le plan d'action, c'est la politique de prévention, c'est votre système de management non certifié, mais c'en est un quand même que vous avez mis en place pour gérer la SST chez vous. Le référent Covid, s'il n'est pas désigné, vous avez un référent SST obligatoire, réglementairement parlant. La procédure de cas symptomatiques, nous y reviendrons en fin de webinaire, même si je peux faire un petit teaser, la procédure, elle est dans le protocole aujourd'hui. Elle est déjà bien détaillée, je trouve. Quelques adaptations sont nécessaires, bien évidemment, mais voilà, le travail a déjà été fait. Les locaux de grand volume, à partir du moment où on respecte les notions de volume existantes dans le code du travail, est-ce que c'est OK? Eh bien, vous pouvez dire non, chez nous, un grand volume, c'est les volumes que l'on a dans l'atelier et pas dans les bureaux. À ce moment-là, vous allez être plus dur que la réglementation pour qualifier ce qu'est un grand volume. Réglementairement parlant, si vous avez au moins 15 mètres cubes par personne dans un bureau, c'est-à-dire sans pollution chimique dedans, vous êtes bon en termes de volume, réglementairement parlant. Vous n'êtes pas contre la réglementation, contre la loi. Vous pouvez alléger le port du masque sur cette base-là. Ou à l'inverse, dire non, dans les bureaux, nous, cette notion de volume, on la trouve insuffisante pour notre open space. Par contre, dans l'atelier, forcément, avec des hauteurs sous plafond de 6 à 8 mètres, nous avons ces volumes-là. Voilà, c'est pas un livre de recettes, il faut vraiment adapter tout ça. Dans les zones, alors toujours en zone orange, excusez-moi, on a l'extraction d'air haute. L'extraction d'air haute, je vais vous dire, dans un bureau, à partir du moment où on a une fenêtre qui est dans la partie haute et que l'aération naturelle est permise, d'après la réglementation, pour moi, on atteint cette condition d'extraction d'air en position haute. Et en atelier, du coup? Eh bien, en atelier, d'après le protocole, si vous êtes en zone orange,
une extraction en position haute, ben, on est sur les ouvrants en toiture, qu'ils soient munis d'une ventilation mécanique ou un ouvrant simplement naturel. Donc là, ça va être ce type de situation. Et pour les zones rouges, eh bien là, le protocole nous dit c'est de la ventilation mécanique, tout simplement. Donc, en zone rouge, même dans un bureau, là où normalement, d'après la réglementation du Code du travail sur les locaux, hein, au moment de la construction, on n'est pas forcé d'avoir une ventilation mécanique dans les bureaux, là, on ne pourrait pas tomber le masque. Mais comme souvent, nous avons tous quand même de la VMC dans les bureaux. On a des cassettes de clim, d'aération, de ventilation. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde. On m'a rapporté un cas je vais vous donner cet exemple-là. Quelqu'un me demandait si dans son bureau, ils étaient 4, un petit open space, le port du masque intermittent était envisageable. En fait, la situation, c'est un open space, vous savez, au milieu des bureaux, sans aucune connexion vers l'extérieur, donc sans possibilité d'ouvrir une fenêtre pour avoir de l'air neuf et sans système de ventilation aération fonctionnel. Donc là, même si les recommandations sont adaptables hein, du protocole, sur la base d'une évaluation des risques, je trouve un peu difficile d'autoriser le port intermittent du masque à partir du moment où on a un local fermé avec un volume certes proche, même au-delà des exigences du Code du travail, mais étant donné les conditions d'aération et de ventilation qui ne sont pas là, voilà, c'est difficile de dire on ne va pas porter le masque dans ce type de locaux. Moi, j'ai une autre situation qu'on me remonte en ce moment aussi, c'est que bah, là, en ce moment, il fait encore à peu près beau de partout en France, mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois quand ça sera l'hiver? Là, notamment, on a une entreprise, je sais, je suis allée les voir, donc les locaux sont relativement petits. C'est une aération des bureaux par les fenêtres, mais du coup, quand ça va être fermé, quand on sera en hiver, est-ce que du coup, on va considérer que l'aération est toujours suffisante? Est-ce que là-dessus, il me semble que de toute façon, les recommandations nationales, mais hors Covid, hein, elles indiquent qu'il faut tout de même aérer régulièrement, de toute façon, l'espace intérieur pour éviter la pollution. Donc, à partir du moment où on décide d'aérer un quart d'heure, on va dire toutes les 2-3 heures, a priori, on est bon sur le volume de l'air, non? Oui, a priori. Ce qui est important, en fait, c'est d'apporter des mesures un peu compensatoires. Finalement, si chez vous, bah, vous n'avez pas d'aération, ventilation mécanique dans les bureaux, mais que vous efforcez de rappeler régulièrement l'obligation d'aérer, comme c'est repris dans le protocole, hein, aérer les locaux à son arrivée 15 minutes, puis régulièrement tout au long de la journée, ou lorsque je vais dans une salle de réunion, bah, je commence par aérer la salle. Et si vous dites aussi en mesure compensatoire, eh bien, on va maintenir les effectifs le plus bas possible tout en rendant le travail possible et la reprise d'activité possible, en favorisant peut-être le télétravail, c'est-à-dire, ben voilà, ok, on n'a pas d'aération-ventilation dans notre bureau, mécanique, j'entends. L'aération naturelle, elle va être difficile en hiver, ça va vite se refroidir. Je pense que non, il faut quand même essayer d'insister sur l'aération naturelle en complément du mécanique s'il y est. Dans votre cas, vous ne l'avez pas, donc il faut quand même continuer l'aération-ventilation. Et dans les cas où vous auriez une grande majorité du personnel présent dans ce local, si vous êtes, bah, pourquoi pas, hein, inférieur aux 4 mètres carrés, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que vous n'êtes pas dans l'esprit du protocole à ce moment-là. Ouais. Et pareil, une remarque qui nous a apportée du coup par une personne parmi vous qui est très intéressante et très importante à prendre en compte aussi, il faut voir les technologies. Hein. Et sachez qu'il y a des systèmes de ventilation ou de chauffage qui utilisent de l'air recyclé qui provient d'autres bureaux. Ça, c'est quelque chose où dans les protocoles, enfin, il me semble qu'ils en parlaient déjà dans les éditions précédentes, c'est quelque chose où il faut se méfier parce que si on recycle l'air à l'intérieur, c'est pas un bon point pour le Covid. C'est très bien d'un point de vue énergétique, mais pas d'un point de vue sanitaire, en tout cas pour la période actuelle. Voilà. Donc, vous pouvez finalement compléter votre évaluation des risques, votre document unique, par cette matrice, pourquoi pas, que vous pouvez personnaliser avec les unités de travail sur la partie droite propres à vous et adapter les conditions protocolaires, les alléger ou les renforcer de manière à rester sur la philosophie, la logique du protocole.
C'est-à-dire, vous pouvez adapter 4 mètres carrés par personne, vous pouvez décider que ça sera 8. Et les écrans de protection, vous pouvez les juger non applicables dans la partie atelier, mais ça c'est une évidence. Voilà, vraiment adapter au cas par cas l'ensemble de ces conditions protocolaires pour que vous puissiez avoir une analyse des risques la plus solide possible. Voilà. OK. Du coup, là-dessus, pour vous reprendre un petit peu sur le socle des règles en vigueur, donc à la fin du PowerPoint, vous verrez, vous avez les liens pour télécharger le protocole si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a un rappel des socles des règles en vigueur avec du coup les mesures d'hygiène, la distanciation physique, le port du masque, les autres recommandations. Pour ceux qui n'ont pas fait encore de notes de service, honnêtement, vous pouvez très bien vous inspirer de ce document-là, le copier-coller, l'adapter. Il est vraiment il est fondamental, il a le mérite d'être très clair. Voilà. Donc, en termes des règles en vigueur, du coup, sur votre site, il va y avoir votre plan de pandémie, salariés et visiteurs que vous avez dû déjà adopter au printemps, les plans de prévention pour les entreprises extérieures également. Pensez à mettre ça à jour si vous avez un point sur ce sujet-là. Et pareil, les protocoles de chargement et déchargement via vos transporteurs, c'est des choses aussi qui peuvent être actualisées avec ce risque. Voilà. Pour rappel, on a quand même aussi les mesures barrières de base, et donc ça, c'est les règles d'or à respecter. Du coup, vous voyez, on avait divisé ça en 4 points. Donc, on avait déjà les consignes de distanciation, sur la distanciation sociale de moins d'1 mètre. On a également sur le fait de limiter les contacts de plusieurs personnes sur une même surface ou sur un objet. Alors, je crois qu'ils appellent ça maintenant, c'est les risques manuportés, c'est ça? Voilà, ça a un terme maintenant. Après, tout ce qui est mesures d'hygiène sur l'aération des locaux, utiliser les mouchoirs à usage unique et la surveillance et prise en charge des cas contacts et symptomatiques. Donc ça, c'était les 4 points qu'on avait déjà et qui étaient actuels. Et maintenant, pourquoi pas rajouter un 5e point sur le port du masque. Et là, je te laisse expliquer. Alors, je reviens sur juste la diapo d'avant. Au vu de, j'espère, ces lumières que nous vous avons apportées, dans les lieux clos et partagés, la justification du port intermittent va vraiment être difficile à partir du moment, et vous l'aurez compris, où ces locaux sont mal ventilés, humides, froids, où il y a beaucoup de personnes, une activité intense favorisant l'expectoration avec, pourquoi pas, de la prise de parole ou une manutention, une palettisation, pourquoi pas, va favoriser donc l'aérosolisation, on va reprendre ce terme, et donc favoriser les risques de transmission. Alors, du coup, on pourrait, en guise de proposition, de consigne, à partir du moment où vous avez vérifié l'ensemble des conditions du protocole et vous vous dites, réglementairement parlant, moi je suis bon, il n'y a pas de souci. Donc, qu'on soit vert, orange ou rouge, je respecte l'ensemble des conditions protocolaires dans toutes mes unités de travail. Et même, pourquoi pas au-delà, je ne sais pas, vous avez peut-être mis du plexiglas partout, du scotch partout. Voilà, bon. L'hypothèse, c'est qu'on est conforme réglementairement, que tout le monde se lave les mains, que l'aération, 15 minutes en arrivant, puis toutes les 3 heures est réellement faite, qu'il n'y ait pas d'embrassade, bien évidemment, qu'on respecte les mesures barrières. À ce moment-là, on pourrait très bien adapter le port du masque. Alors déjà, on est logique, c'est-à-dire on rend le port obligatoire. On est bien sur le point de systématiser le port du masque textile dans le protocole dans les entreprises. Et après, on peut préciser les choses. C'est-à-dire qu'il est interdit de retirer son masque, même momentanément, dans les zones de circulation, couloir, ascenseur, pourquoi pas le parking, dans les zones d'attente, les halls d'accueil, ou les files d'attente aussi, là où il y a possiblement des personnes qui arrivent, qui partent, donc, où le croisement est possible, dans les zones de prise de parole. Je pense aux salles de réunion, aux salles de conférence. Sous-entendu que forcément, on est dans une salle de réunion. Même si on respecte les aménagements, sur le mobilier, on a enlevé une chaise sur 2, on s'installe en quinconce, même si dans la salle de réunion, on respecte finalement une jauge que vous auriez établie par avant. Si jamais l'activité que l'on va faire dans cette salle de réunion, c'est une prise de parole et une discussion pendant plus d'1 heure, on va forcément expectorer. Donc moi, on recommande dans ces salles où on va prendre la parole, même si on erre, c'est complémentaire, on garde le masque. À vous d'adapter. Et donc, pourquoi pas considérer que dans toutes les autres situations qui ne sont pas reprises par avant, on va pouvoir tomber le masque quelques instants. En extérieur, si la distance est supérieure à 1 mètre, alors ça existait réglementairement parlant, on vous l'a dit, en entreprise, sur le site de l'entreprise, qu'on soit dedans ou dehors,
c'est 1 mètre de distance. Et si jamais on aide quelqu'un à faire une manutention et on est proche l'un des autres, le masque est forcément obligatoire, même si je suis à l'extérieur du bâtiment. Et en intérieur, on pourrait très bien se dire, pour respecter l'ensemble des conditions protocolaires, qu'on soit vert, orange ou rouge, eh bien dire, je porte ma distance sanitaire à 2 mètres en intérieur. Et là, vous couvrirez toutes les conditions possibles. Et pourquoi pas avoir une condition cumulative sur le fait d'avoir une faible densité pour pouvoir autoriser le port intermittent, de convenir d'une jauge d'occupation de 50% ou autre. Hein. À vous d'adapter tous ces chiffres-là. Après, bien évidemment, avoir statué sur votre conformité réglementaire préalable. Voilà, puis la configuration de vos locaux. On nous pose une question sur les salles de pause, les réfectoires, salles de restauration là-dessus. Donc, voilà, c'est les questions de distanciation. Évidemment, on ne peut pas garder le masque en mangeant. Enfin, tu ne travailleras pas là-dessus. Non, alors c'est vrai qu'il y a des situations différentes. Là, lorsqu'on est en terrasse dans un restaurant dans notre vie privée, où là, on va considérer que c'est la table qui doit être éloignée d'1 mètre des autres. Et par contre, lorsqu'on déjeune dans un coin de pause en entreprise, il n'y a pas ces considérations-là. Vous devez quand même garder les distances avec les autres personnes. Et donc, c'est de la responsabilité de l'employeur d'avoir réalisé des aménagements au préalable pour maintenir cette distance physique et que je puisse enlever mon masque sereinement pour boire mon café ou déjeuner ma gamelle. Donc, ça ne change pas finalement. Restez sur ce que vous avez fait jusque-là, vos aménagements, vos distances, vos sensibilisations, et dès qu'on se lève pour aller faire sa vaisselle, ce qui n'est pas recommandé, hein, on ne va pas refaire le webinaire d'avant, mais bien, je me lève et je repose mon masque. Voilà. Et après, sur le port du masque, il y a quand même aussi une sensibilisation à faire auprès de vos salariés. Donc, cette sensibilisation, aujourd'hui, elle existe pour tous les citoyens. Hein. On est matraqué sur les réseaux sociaux aussi, mais le port du masque, il doit se faire correctement. Et aujourd'hui, vous avez énormément d'affiches qui sont très bien faites par le gouvernement, qui sont assez explicites. Là, on vous en a mis une, par exemple, avec le lien à côté. N'hésitez pas à publier ce genre d'affiche. En tout cas, il faut vous assurer que le port du masque soit fait correctement dans vos entreprises. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et là, on rappelle, en fait, le risque, c'est simplement que derrière, il y ait l'épidémie qui arrive dans votre entreprise et si ça forme un cluster, enfin bon, je fais un peu de teasing sur le point d'après, mais enfin, voilà, après c'est compliqué si ça gêne l'activité, si on repart sur un confinement général, ce genre de choses, quoi. Donc, Une justification, le virus est beaucoup plus facilement détectable dans la cavité nasale que dans la cavité buccale. C'est-à-dire, on pense les scientifiques pensent que c'est là qui prend racine, si je peux dire, dans un premier temps. Donc, avoir le masque sur la bouche et pas sur le nez, c'est un peu une aberration. Bon. Voilà. Alors, on n'est pas là pour vous donner des leçons. Allez. OK. Du coup, dernière partie sur comment gérer les cas contacts et symptomatiques. Et puis, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Donc là-dessus, si on fait un rappel sur les acteurs de la lutte contre la propagation du virus, il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a déjà le médecin traitant, ensuite on a tout le système de l'assurance maladie et donc les ARS aussi, donc c'est les agences régionales de la santé. Et donc, à la base, quand même, lorsqu'une personne est malade, elle doit aller prendre en charge, enfin, elle doit être prise en charge par son médecin traitant qui va déterminer, du coup, après de mettre en place un test. Après, en fonction du test, derrière, il peut y avoir l'assurance maladie qui va faire des investigations, qui va prendre en compte ce qu'on appelle les cas contacts. Et après, s'il y a plusieurs cas groupés, là, c'est l'ARS qui va s'en mêler. Du coup, il faut quand même bien prendre en compte qu'il y a ces acteurs-là, en fait, de la prévention et que, du coup, c'est pas forcément l'entreprise qui est le premier acteur de la prévention sur ce sujet-là. Enfin, on a beaucoup ce cas-là, ces questions-là, et voilà. Donc, si malgré tout ce que vous avez fait, il y a un cas au sein de votre entreprise, c'est-à-dire une personne qui présente des symptômes, et bien cette personne-là, elle doit respecter les consignes qui sont gouvernementales, hein, elle doit s'isoler, elle doit appeler son médecin et suivre le protocole du corps médical ensuite. Et donc, vous informez-vous. Si jamais ça arrive, voilà, sur la journée de travail, une personne qui se sent pas bien, là, normalement, vous avez dû mettre en place une procédure. Si vous n'en avez pas, moi, je vous invite vraiment, on vous a mis un lien en bas de page, c'est la conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de Covid-19. Ça, c'est la procédure qui est officielle. Vous pouvez tout à fait l'adapter dans votre entreprise. L'idée, c'est d'isoler cette personne-là et de l'enjoindre d'aller voir un médecin le plus rapidement possible. Et voilà. Après, si le cas il est confirmé, donc le test est positif,
Dans ce cas-là, l'assurance maladie est censée faire une enquête justement pour savoir quels sont les cas contacts. La notion de cas contact, on va y revenir juste après, elle est quand même très précise. Tout le monde n'est pas contact. Et là, on va aller, mettons tout de suite la définition. Donc, le cas contact à risque, c'est déjà en l'absence de toute mesure de protection efficace pendant la durée du contact. Donc, ça va être les masques, par exemple. Et puis après, ça va être des personnes qui ont partagé un même lieu de vie que le cas confirmé, ou alors eu un contact direct en face à face à moins d'1 mètre, et tout ça. Donc, les personnes qu'on a simplement croisées dans l'espace public de façon fugace, ne sont pas considérées comme des cas contact à risque. Donc, au sein de vos entreprises, si vous avez mis en place toutes ces mesures-là, il est peu probable, normalement, que vous ayez des cas contacts. Peut-être à l'occasion du déjeuner, si votre salle de pause elle est vraiment restreinte et que les gens ne respectent pas les mesures de distance. Ou plutôt sur une terrasse, dans un restaurant extérieur, où là, on déjeune en face à face à moins d'1 mètre. Là, oui, possiblement, on pourrait y avoir des cas contacts. Mais sinon, dans les autres situations de travail, à partir du moment où les mesures barrières et les consignes de distanciation sont respectées, non. Finalement, un salarié symptomatique va pouvoir engendrer des cas contacts, mais je pense plus dans sa sphère familiale ou privée. À partir du moment où tout le travail que vous avez fait jusque-là doit porter ses fruits. Forcément. Tout à fait. Donc, idéalement et normalement, vous n'êtes pas censé générer des cas contacts au sein de votre entreprise. Par contre, vous pouvez en avoir du coup d'une personne qui provient, et j'ai là la question qui est sous les yeux, voilà, une personne qui est cas contact du fait d'un membre de son foyer, par exemple, de son compagnon, sa compagne, ses enfants. Là, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on gère en entreprise? Là, la consigne officielle, c'est si la personne peut être en télétravail, il faut la mettre en télétravail parce qu'il faut que cette personne-là s'isole si jamais elle peut contaminer les personnes et tout ça. Et si elle ne peut pas être en télétravail, il faut que cette personne-là aille voir son médecin traitant, lui expliquer la situation, et là, son médecin doit faire un arrêt de travail. Si le médecin ne fait pas d'arrêt de travail, on nous a posé la question, alors je tiens à dire c'est du droit du travail, on nous demande est-ce qu'on peut imposer un RTT ou des vacances. Là-dessus, vous poserez ces questions à nos collègues juristes, mais normalement, non, parce qu'on ne peut pas imposer des RTT, des vacances, il y a des conditions de délai, il y a des conditions d'accord, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Donc, c'est problématique, cette gestion-là, on ne va pas se mentir, on n'a pas de solution magique. Mais voilà, si la personne pense vraiment être cas contact, elle doit aller voir son médecin et idéalement, il faut réussir à la mettre en travail à distance sur le télétravail. Et lorsque ce n'est pas possible, il faut que cette personne-là ait un arrêt pour ne pas venir travailler au sein de votre entreprise. Si le médecin ne lui donne pas d'arrêt, c'est peut-être que le médecin a fait une enquête, lui, en posant ces questions, et estime que non, ce n'est pas un cas contact. Et donc, dans ce cas-là, cette personne-là doit revenir travailler. C'est bien le médecin qui décide si on a affaire à un cas contact ou pas. Et dans son investigation, le médecin vous parlera donc soit de cas contact à risque ou de cas contact non à risque. Je ne me souviens plus de la terminologie exacte. Mais voilà, en fait, c'est pas le salarié pense avoir été exposé, c'est confirmé ou non par le médecin du travail. On se retrouve finalement comme dans une autre maladie, finalement. Vous n'allez peut-être pas travailler le lundi parce que vous vous sentez pas bien en vous réveillant, c'est autorisé, le temps d'aller voir son médecin et puis de fournir son arrêt de travail, c'est la même démarche. Ce qu'il faut savoir sur les cas contacts, c'est que vous n'avez rien à faire. C'est vraiment le médecin, l'assurance maladie ou l'ARS qui prennent en charge les patients. La seule chose que vous pouvez faire, et vous l'avez peut-être compris, c'est faciliter le travail de tracing de ces équipes-là. Si jamais il s'avère qu'effectivement vous avez un cas symptomatique chez vous, avant qu'il parte ou juste après, bref, vous allez identifier éventuellement les contacts. Et comme Marion vous l'a dit, vraisemblablement, il n'y en a pas eu des contacts rapprochés, sans masque, pendant un quart d'heure. Théoriquement, non. Donc, mise à disposition des équipes du contact tracing de matrices de contact qui devraient être vides, finalement, si vos gestes barrières sont faits. Néanmoins, si vous voulez informer clients, fournisseurs de la présence chez vous il y a quelque temps d'une personne jugée symptomatique ou de cas probables ou des gens qui pensent être cas contact, vous pouvez très bien avertir vos salariés en interne, les clients, les externes, les fournisseurs, voilà, toute personne qui serait venue en contact dans l'entreprise et possiblement en rentrant en contact avec les salariés des cas de Covid. Vous pouvez communiquer sur ça, mais ne pas nommer les personnes en interne ou en externe. C'est
ça ressort c'est du droit privé. Et voilà, vous pouvez simplement demander une vigilance accrue à vos salariés car on suspecte un cas contact. Ça n'a pas été prouvé. Le test n'est pas encore arrivé. Voilà, mais sans nommément désigner la personne. Ok, je vois l'heure qui tourne, donc ça, ce point-là, on l'a vu. Juste, on a eu quelques questions qui sont quand même importantes sur les masques. Donc, notamment, est-ce que le fait de changer le masque tous les 4 heures, est-ce que c'est du légal ou est-ce que c'est une recommandation? Là-dessus, en fait, les masques sont, enfin, c'est écrit dans leur notice qui sont valables pendant 4 heures et c'est prouvé scientifiquement qu'au-delà de 4 heures, de toute façon, ils ne sont plus efficaces. Donc, légal ou recommandation, pour le coup, enfin, c'est… Ça fait partie de la formation aux EPI que vous devez délivrer aux salariés. Il faut prendre en compte la notice d'utilisation du fournisseur. Donc, c'est pas du légal à proprement parler, mais je vous recommande vivement de respecter et donc de fournir 2 masques chirurgicaux par jour. À minima. Et par exemple, si on n'était pas dans la plasturgie, mais dans l'agroalimentaire, on demanderait à nos entreprises d'en fournir plus parce que si on travaille au froid, comme on l'a dit tout à l'heure, la durée, elle est inférieure. Donc, 4 heures, c'est quand même un point à respecter. L'autre question, c'est à savoir, est-ce qu'un masque est un équipement de protection individuelle? Donc, la réponse est oui. Et du coup, ça doit être mis à disposition par l'employeur. On nous dit qu'effectivement, dans la recommandation, on nous dit qu'il peut y avoir des masques réutilisables ou alors des masques à usage unique. Du coup, si vous mettez à disposition des masques réutilisables, en principe, effectivement, c'est à vous de les entretenir. On va pas se mentir, là-dessus, c'est un point qui est compliqué à mettre en place parce que, mais bon, maintenant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place avec des sociétés qui proposent de laver les masques et tout ça. Ouais, il y a des prestations qui commencent à se mettre en route, mais relativement onéreuses également. Et si on veut aller quand même sur le textile, vous l'avez compris, il faut accompagner l'utilisation et l'entretien. Expliquer comment mettre le masque, expliquer comment le laver, expliquer comment le vérifier, voilà, un certain nombre de choses. Et peut-être, en guise d'information, sensibilisation, recueillir le consentement, l'autorisation des salariés pour entretenir correctement leur masque sur la base des consignes que vous leur aurez communiquées. Voilà. Et enfin, on a eu une question qui était au tout début. Si vous avez acheté des masques qui ne correspondent à aucune norme, qui n'ont pas le marquage CE, comment savoir si c'est efficace? Malheureusement, j'ai envie de dire que vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, les recommandations aujourd'hui, elles désignent explicitement certaines normes enfin, voilà, vous, en tant qu'employeur, vous devez mettre à disposition des masques qui correspondent là à cette norme ou à une norme équivalente, puisqu'on importe aujourd'hui des masques. C'est comme pour les chaussures de sécurité. Si vous avez des risques d'écrasement et vous voyez quelqu'un qui vient avec ses propres chaussures de sécurité, mais qui n'ont pas les résistances à l'écrasement, c'est des chaussures de sécurité, mais elles ne respectent pas les normes que vous voulez en interne. Donc, vous avez un regard, plus qu'un droit de regard, l'obligation de vous assurer que les EPI portés sont conformes à vos règles à vous. Voilà. Après, bon, l'heure tourne. On a eu énormément de questions qui sont tombées sur des questions vraiment de situation. Je pense qu'on vous a quand même donné énormément de données. L'idée, ce qu'il y a, c'est que chaque situation est à évaluer par vous-même. En fait, c'est à vous de voir, enfin, voilà, par rapport à votre outil de travail, comment est-ce qu'il est fait, les aérations, toutes les mesures qu'on a vues ensemble, et à vous d'après d'évaluer si ces choses-là sont pertinentes. On va devoir s'arrêter maintenant. Vous avez quand même des liens, des documents ici à télécharger. Voilà. Ensuite, je vous ai mis également quelques rendez-vous. Donc, vous avez le rendez-vous de la semaine prochaine avec nos collègues en droit du travail. Mais sinon, en HSE, n'oubliez pas, en ce moment, on parle beaucoup d'économie circulaire aussi, de matières plastiques recyclées. On a beaucoup d'événements qui sont à venir. Voilà. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous envoyer un email. On y répondra dans les meilleurs délais. Vous avez nos contacts juste après. Voilà, on va vous laisser pour aujourd'hui et puis bonne journée, bon appétit à tout le monde. Bonne fin de journée, beau week-end. Au revoir.